Bonsoir. Face à l'actu, 52 minutes pour évoquer les sujets forts qui ont marqué cette semaine finissante entre lundi et vendredi. Une semaine qui a commencé par l'actualité autour du football. Les 30 ans d'anniversaire, on peut le dire ainsi, après le mondial 1990 pour lequel une première, le Cameroun, équipe africaine, est arrivée en quart de finale de la Coupe du Monde. C'était le 8 juin. On a pu voir également cette semaine la retraite annoncée de Gaëlle Nganamui, dont on connaît le palmarès, l'une des plus brillantes joueuses de football africain, qui a évidemment fait valoir son talent au niveau mondial. À 28 ans seulement, elle décide, après plusieurs blessures, d'y mettre un terme. Au-delà du football, on va également évoquer quelques autres sujets qui ont marqué, je l'ai dit, cette semaine, notamment la rentrée parlementaire au niveau du Sénat et de l'Assemblée nationale, les statistiques officielles de l'Institut qui porte ce nom-là, pour faire une alerte au niveau des conséquences socio-économiques de la Covid-19. Et enfin, la prestation vendredi de serment du professeur Joseph Oona, nouvellement arrivé au niveau du Conseil constitutionnel. L'invité de ce dimanche est un ancien lion indomptable, donc joueur girondin de Bordeaux, du moins AS Saint-Etienne d'abord, girondin de Bordeaux par la suite et l'Olympique de Marseille pour ce qui est des clubs professionnels. Ancien lion indomptable, 2 Coupes d'Afrique tout au moins en tant que vainqueur avec cette équipe-là. C'est dire que le palmarès de Joseph-Antoine Bell, qu'on ne présente plus, est immense. Son expérience aussi, président de club, candidat à la présidence de la Fédération camerounaise de football, auteur, Vue de ma cage, c'était en 2011 aux éditions du Chabel. Notabilité traditionnelle, un bombok dans une localité qu'on appelle Mwende, j'espère que je prononce bien, c'est dans l'arrondissement de Ngambe, département de la Sanaga-Maritime. Bonsoir, Majesté. Bonsoir, Monsieur Dipita, et ravi d'être avec vous. Merci d'être là. On va tout de suite y aller à travers ce premier reportage pour planter le décor. Makeda Ledi Noutom nous fait un peu revivre ce match immense, le 8 juin 1990. C'était le but de François Mambiik qui a commencé à écrire l'histoire de cette compétition-là pour le Cameroun. Suivez plutôt. Cela fait 30 ans jour pour jour que le Cameroun marquait un tournant déterminant dans l'histoire du football africain. Le 8 juin 1990, en effet, l'Italie accueille la 14e édition de la Coupe du Monde de football de la FIFA. En match d'ouverture, l'Argentine, équipe championne du monde en titre, affronte à Milan le Cameroun qui y participe pour la 2e fois après 1982. Le public, pratiquement acquis à la cause des Argentins menés par Diego Maradona, ne vend pas cher la peau de la modeste formation du Cameroun dont la plupart des joueurs évoluent sur le plan local et pour les meilleurs dans les championnats de seconde zone en France. Déjouant tous les pronostics, le Cameroun crée la surprise en battant l'Argentine par 1-0 grâce à François Mambiik à la 67e minute de jeu. Cette victoire du Cameroun est vécue en direct par le président de la République, Paul Biya, présent dans les gradins ce jour-là. Après l'Argentine, le Cameroun affronte la Roumanie pour son second match le 14 juin, puis l'Union soviétique le 18 juin. En 8e de finale, le Cameroun bat la Colombie 2-1 et devient le tout premier pays africain à se qualifier pour les quarts de finale d'une Coupe du Monde. Quart de finale perdu face à l'Angleterre à Naples le 1er juillet par 2-3 après prolongation. La Coupe du Monde 90 pour le Cameroun s'arrêtait là sur le terrain, mais hors des stades italiens, il n'en était rien. Le Cameroun était définitivement entré dans l'histoire, repositionnant par la même occasion le continent africain sur l'échiquier du football mondial. Joseph-Antoine Bell, 30 ans après, est-ce qu'on revit ces images-là avec la même émotion ou alors, comme du bon vin vieux, est-ce que l'émotion prend de l'âge? Non, je ne crois pas. Je crois que, bien au contraire, quand vous montrez un petit bout comme ça,
pour ceux qui y étaient, ça leur rappelle tout le parcours et pas le parcours que vous avez vu à la télé. Étant gamin, je dois le rappeler. C'est bien. Mais ça rappelle tout, la préparation et la vie et toute l'aventure en fait. Absolument. Alors 30 ans après, sur le plan sportif, sur le plan humain, sur le plan personnel, 22 Lions aujourd'hui, j'ai failli dire, que sont-ils devenus sur le plan infrastructurel? Aujourd'hui, si on fait une évaluation de l'impact d'abord de ce match, mais qui c'est peut-être de la compétition également, que peut-on retenir? Je crois qu'il est incontestable que ce match et toute la Coupe du Monde de 90 ont amené la sympathie mondiale, ont créé la sympathie mondiale autour d'abord de l'équipe du Cameroun et puis du pays Cameroun, que la plupart des Camerounais qui voyagent pouvaient l'attester et que, évidemment, c'était le positif. On aurait pu s'attendre à une meilleure capitalisation de ce qui s'est passé là. Je pense honnêtement que cette sympathie, nous l'utilisons uniquement comme bouclier pour tous nos manquements. La sympathie initiale fait que on pardonne plus facilement aux Camerounais justement parce qu'on les aime. Donc, on en profite comme ça et on n'a pas, je ne crois pas du tout que nous ayons au-delà de cette période-là, de ce moment-là, assumer totalement notre rôle. Et je crois que beaucoup de gens n'ont pas compris ce que c'est que le rôle de pionnier ou le rôle de premier. Et la responsabilité des premiers, la responsabilité du meilleur. Et c'est-à-dire qu'à ce moment, vous n'envisagiez pas la suite, c'est-à-dire capitaliser sur... Et c'est là, le vous que vous venez d'utiliser, malheureusement, est trompeur. Parce que, en fait, ceux qui réussissent l'exploit, ce sont les joueurs. Absolument. Mais ce n'est pas à eux de faire quoi que ce soit de plus. Eux, ils ont emmagasiné cette expérience et ils vont l'utiliser à titre individuel dans leur vie de footballeur. Maintenant, ce sont les dirigeants. Or, diriger, c'est la tête. Et donc, c'est la tête qui aurait dû capitaliser, mais la vérité est que la tête n'ayant pas préparé, elle n'a jamais su réellement ce qui s'est passé. Et la vraie défaillance, ce n'est pas de ne pas le savoir. La vraie défaillance est de ne jamais avoir essayé de comprendre le phénomène de la Coupe du Monde 90. Y a-t-il péril dans la demeure aujourd'hui? Péril? Le péril est passé. Le péril est passé, il est installé. Malheureusement pour nous, nous avons nié pendant longtemps notre dégringolade. Pour ceux qui veulent, ils peuvent continuer de la nier, mais sont dans les faits. Là, à la fin de cette Coupe du Monde, nous étions 5e mondial. Absolument. On n'a plus jamais approché une telle place. On a ajouté une autre dizaine. Le mieux que nous fassions, ce serait 55e mondial. Donc, on ne peut pas nier que quelque chose s'est passé. Et encore une fois, ce sont ceux qui dirigent. Ceux qui dirigent aujourd'hui, certains ont mon âge, certains sont plus jeunes, certains sont peut-être un petit peu plus âgés. Donc, ce n'est pas toujours les mêmes, mais il faudrait que nous comprenions que notre manière de diriger, donc de concevoir la marche des choses, la marche du football en l'occurrence, n'est pas bonne. Nous avons nié les évidences. Monsieur Dipita, vous n'étiez pas encore né lorsque le Cameroun filait, des équipes camerounaises filaient 7 buts aux équipes équato-guinéennes ou gabonaises. Il y a déjà une vingtaine d'années, lorsque personnellement j'ai alerté en disant « Vous ne pouvez pas dire qu'il ne s'est rien passé lorsque le Cameroun ne bat pas la Guinée équatoriale, lorsque le Cameroun ne bat pas le Gabon. Vous ne pouvez pas continuer à dire aux gens qu'il ne s'est rien passé. » Malheureusement, le corps humain s'habitue à tout, l'être humain s'habitue à tout. Et donc, vous, les plus jeunes,
Aujourd'hui, vous n'avez jamais vu un capitaine de club camerounais brandir un trophée continental. On n'en rêve même plus. Et donc, ça a été établi comme étant la nature des choses. Or, le Cameroun a été le premier pays au monde à avoir remporté les 2 trophées mis en jeu dans un continent. Je dis bien dans un continent, pas seulement en Afrique. Donc c'était la première fois que ça arrivait et c'est arrivé avec le Cameroun en Afrique. Donc le jour où les clubs camerounais ne peuvent plus gagner une Coupe d'Afrique et qu'on fête leur qualification lorsqu'ils passent le tour préliminaire de Coupe d'Afrique, si vous continuez à dire qu'il ne s'est rien passé, bon, très bien. Et la question est, aujourd'hui, il faut que le Cameroun, à la limite, retrouve son niveau, sa stature. Vous savez, le reportage de Mme Makeda tout à l'heure a précisé que la plupart des joueurs évoluaient au Cameroun. Absolument. C'est une phrase qui ne doit pas ne pas sonner quelque chose en nous. Parce que ceux qui étaient chargés de diriger le football camerounais ont opéré un dol, une tromperie. Quand Makeda dit cela, il faut comprendre que ce que le Cameroun montre en 90 est le football camerounais. Or, depuis lors, ce que les Lions montrent n'est pas le football camerounais. Tous les Lions jouent à l'étranger quand ils ne sont pas tous formés à l'étranger. Et donc, c'est bien que ces garçons-là jouent pour nous avec notre passeport et que de temps en temps nous gagnions des matchs. Mais ce serait une tromperie, et une tromperie vis-à-vis de nous-mêmes si nous appelions ça football camerounais. Le football camerounais, c'est celui qu'on vient regarder au Cameroun un samedi, un dimanche. Et celui-là ne passe pas le tour préliminaire des Coupes d'Afrique. Donc vous pouvez mesurer le gap. Si aujourd'hui, un joueur du championnat camerounais ne peut tellement pas évoluer chez les Lions que M. Issa Hayatou, en son temps, a cru devoir créer une compétition réservée aux joueurs locaux. Hein? Un peu le bac de ceux qui ont raté le vrai bac. Donc, l'équipe nationale est ouverte à tous. Mais on a dit, puisqu'ils ne peuvent pas y jouer, on crée une autre équipe nationale qui n'a pas d'avenir, mais juste pour leur dire qu'eux aussi sont des internationaux. Comprenez? Donc ça vous montre la différence qu'il y a entre le niveau que nous avons aujourd'hui et celui de 90, ou un peu plus avant. Donc restructurer les clubs, refaire le championnat local, les infrastructures sont plus ou moins... Je ne vais pas le leur apprendre parce que il se trouve que la critique est aisée, se plaindre c'est facile. Pendant longtemps, les dirigeants du foot étaient nommés. Et à ce moment-là, les responsables du foot se plaignaient des nominations effectuées par la hiérarchie politique du pays. Puis, nous nous sommes battus, est arrivé d'abord un changement à la FIFA qui a voulu que les fédérations soient démocratiques. Puis, nous, on s'est battu pour que ces changements-là ressemblent à ce qui se passe ailleurs. C'est-à-dire qu'une assemblée de foot ne soit pas composée de gens qui n'ont pas d'intérêt direct dans le foot. Donc aujourd'hui, ceux qui font le foot sont ceux qui ont des intérêts dans le foot. Et donc, ils font l'apprentissage de la démocratie, c'est-à-dire du résultat de leur choix à eux. Absolument. Et donc, quand vous restructurez ceci ou cela, ce n'est pas quelqu'un qui va vous apprendre à balayer votre maison. Donc si nos clubs ne sont pas structurés, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Si notre fédération n'est pas structurée, si elle n'a pas de vision, ceux qui y sont ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Personne ne peut le faire à leur place. S'il y a une image sur ces 30 dernières années, juste une seule, que vous retiendrez, ce serait laquelle? Non, si vous me dites les 30 dernières années, je vais forcément retenir 30 ans, je préfère prendre le début de vos 30 ans et retenir la Coupe du Monde 90. Mais ça dépend si vous voulez retenir une image positive.
alors je retiens l'aventure des Lions en 90, je retiens les buts, la solidarité, le comportement des uns et des autres, les joueurs notamment. Mais si vous me dites en général, et surtout, si vous voulez prouver que rien ne va plus, je vous dirais qu'un club camerounais a été éliminé par une équipe de Guinée équatoriale, que notre équipe nationale elle-même n'a pas pu battre la Guinée équatoriale, je ne me rappelle plus l'année, bon, donc ce genre de choses. Mais je sais aussi qu'il y en a qui vont vous dire, oui, mais entre-temps, oui, les Lions ont gagné une CAN. Oui, bien sûr que les Lions ont gagné une CAN. Mais on ne parle pas de CAN, on parle de Coupe du Monde. D'ailleurs, le malheur de l'Afrique en général, et du Cameroun en particulier, c'est qu'à une Coupe du Monde succède toujours une CAN. Absolument. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez en Coupe du Monde, vous sortez par la fenêtre, vous pleurez, tout le monde vous dit que vous êtes plus bas que terre, vous revenez, vous promettez la reconstruction, relisez vos articles, vous verrez que depuis près de 25 ans, on parle toujours de reconstruction chez nous. Et donc, on parlera de reconstruction. Puis 2 ans après, la première compétition après une Coupe du Monde, c'est une CAN. Et là, vous vous comportez mieux et tout le monde dit que ça commence à aller. Puis 2 ans après, il y a une Coupe du Monde, soit on est qualifié et on y va et on va pleurer, soit on n'est pas qualifié, on pleure plus tôt, mais on ne retient aucune leçon. Donc, en fait, si vous voulez réellement être de vrais sportifs, le vrai sportif veut le meilleur pour lui, alors les talents, le maître étalon, c'est la Coupe du Monde, là où vous vous mesurez aux autres et là où vous êtes au sommet. Et ce sont ces leçons-là qu'il faut retenir, parce que quand vous revenez en Afrique, vous jouez contre vos cousins qui ont les mêmes tares que vous. Et donc, comme dans un vestiaire de football en coupe, dans un match de foot, un match de coupe de foot, il y a toujours un vestiaire où on crie. Donc, il y aura bien un des deux qui gagne, même si tous les deux ont les mêmes tares. Un gagnera et se proclamera en bonne santé. Donc, alors qu'on n'a pas fait de réel progrès. Et voilà comment, depuis 30 ans, on a vu passer ces extraordinaires que sont les joueurs en tant qu'individus. Et puis, on n'a jamais réellement vu, on n'a plus vu un football qui progresserait. Pardon, mais je voudrais vous dire, ce n'est pas la faute uniquement des dirigeants actuels. Ils n'étaient pas là il y a 15 ans, ils n'étaient pas là il y a 20 ans. Donc, c'est un phénomène beaucoup plus profond et je ne suis pas là pour faire l'éloge des anciens dirigeants pour la simple raison que si vous remontez plus loin, le foot était à son début et même on pourrait avoir l'honnêteté de déduire que si on est si bas, c'est peut-être que ces premiers dirigeants-là n'ont pas été à la hauteur. Parce que ça veut dire que les suivants n'ont pas eu de qui tenir. Il n'y a pas eu de fondation. Voilà, ils n'ont pas eu de qui tenir. Et donc, si de grandes choses n'ont pas été faites avant, ben, ceux qui viennent font de plus petites choses encore. Et donc, tous les jours, on dégringole un peu plus pour arriver où on est aujourd'hui. Merci Joseph pour cette première lecture. On va aborder le deuxième sujet, cette fois-là celui qui a marqué la journée du mardi 11 juin. Je l'ai dit à l'entrée de l'émission, c'est la retraite annoncée juste par un tweet sur sa page officielle de Gaël Nganamut. 28 ans seulement. L'essentiel, ou alors ceux qui la côtoient, ou alors qui regardent le football féminin disent c'est assez tôt. Mais Gaël semble avoir ses raisons. Elle qui a connu un certain nombre de blessures ces dernières années, qui a dû changer énormément de clubs aussi. On regarde ce reportage et puis on vient derrière faire un état des lieux du football féminin. C'est une page qui se tourne dans l'histoire du football féminin au Cameroun. Ce 9 juin, l'internationale footballeuse Gaël Deborah Nganamut sur son compte Instagram semble annoncer la fin de sa carrière sportive. And thank for all. Entendez, c'est la fin, merci à tous, a posté l'attaquante camerounaise. Ce post assez laconique a aussitôt suscité une vive réaction au sein du milieu sportif,
De nombreux observateurs estimant que la footballeuse a encore une carte à jouer au sein de l'équipe nationale. Gaëlle N'Gana-Muit, alors auréolée de son titre de meilleure joueuse africaine CAF de l'année 2015, avait conquis le public lors de la Coupe du monde de football féminin disputée la même année au Canada. Le 8 juin 2015 à Vancouver, Gaëlle N'Gana-Muit inscrit un hat-trick lors de la victoire du Cameroun 6-0 face à l'Équateur en match de poule. Sa performance au Canada, malgré l'élimination du Cameroun lors des huitièmes de finale, permet désormais à la joueuse de se positionner comme une star du football féminin. Mais après 2 finales de Coupe d'Afrique perdues en 2014 et 2016, Gaëlle N'Gana-Muit va vivre une période difficile à cause d'une blessure. Conséquence, elle est sans club et ses performances seront en dessous des attentes lors de la CAN 2018 et lors du Mondial 2019 en France. Championne de Serbie en 2013 avec Spartak, vainqueur de la Coupe de Serbie la même année, l'internationale footballeuse camerounaise peut s'enorgueillir de son parcours. Et son poste ce 9 juin n'est pas anodin, puisqu'elle est née un 9 juin. Salut l'artiste, Gaëlle N'Gana-Muit, donc 28 ans, fin de carrière. Vous dites que c'est tôt pour elle? Malheureusement, ceux qui disent que c'est tôt ne comptent que les années. Or, le foot, c'est d'abord 2 choses. C'est la compétition, donc la concurrence avec d'autres, et la compétence, la capacité à donner un résultat, à délivrer des performances. Et Gaëlle, qui est une vraie championne, sait qu'elle aime le foot et elle aimera toujours, mais elle ne peut pas être footballeuse professionnelle si elle ne peut pas apporter à ces différents clubs les performances qu'ils attendent. Et donc, avant que ce ne soit les autres qui lui disent que vous êtes en fin de contrat et qu'elle commence à errer comme une âme en peine, elle peut mesurer quel est son niveau de rendement. Elle a eu le malheur d'avoir été blessée et ce n'est pas comme... Et même des voitures accidentées, il y a des niveaux où on ne peut rien. Donc, si elle n'a pas pu récupérer de ces malheureuses blessures, c'est une sage décision que de ne pas continuer. En revanche, nous qui la regardions, évidemment, on va regretter, mais ce que je sais qu'un bon sportif, et elle en est une, apprendra très vite, c'est que quoi que vous entendiez vos supporters vous dire, sachez que le soleil se lèvera au même endroit le jour où vous ne serez plus de ce monde. Donc, quand il faut partir, il faut partir. Au-delà de Gaëlle, ses performances jusqu'à sa fin de carrière posent quand même le problème du football féminin. Je veux dire que... Oui, mais ça... Dipita, vous enfoncez une porte ouverte. Non. Si on a posé le problème du football, absolument, celui traditionnel des hommes, celui plus récent des filles, et au vu de ce que nous, Camerounais, pensons des filles et des femmes en général, de par l'éducation, vous imaginez bien que le football féminin se portera encore moins bien que le traditionnel football homme. Et donc, c'est d'ailleurs ce qui fait que quelqu'un comme moi va admirer Gaëlle, parce que ce sont des réussites... Il faut redouble. Oui, ce sont des réussites authentiques. Et en plus, quand même, je n'aurais pas pu oublier de le dire. J'ai joué sur le terrain avec Gaëlle et je l'ai vu et j'étais content de l'avoir joué. Oui. Je veux dire, dans votre retraite? Oui. Dans les matchs, dans les matchs organisés par la CAF, c'était très bien. Et c'était extraordinaire parce qu'on était dans le même vestiaire. Bon, malheureusement, monsieur, tout le monde imagine plus précisément ce que nous appelons notre culture, qui fait que nous pensons plus à des choses qui sont futiles, mais nous avons partagé le vestiaire. Elle était assise à côté de moi, je ne sais plus si c'était le hasard ou si c'était juste la fille qui venait à côté de son père, quoi. Bon.
mais j'étais très heureux que la fille à côté de moi soit une Camerounaise et que sur le terrain... Mais ça permet de... C'était à quelle occasion? C'était au Maroc, c'était un match d'exhibition. Ouais. C'était un match d'exhibition et nous avions je crois 2 ou 3 filles dans notre équipe. Équipe de la CAF contre une équipe d'anciens Marocains. Vous étiez au goal, naturellement. Oui. Et Gaël jouait à son Gaël est entré, oui, elle est entrée. Et elle a fait un bon match de toute façon. Mais on était contents parce que d'abord tout le monde, l'équipe lui donnait bien sa place. Tout le monde la respectait comme joueuse. Et c'est à ce niveau-là, c'est très encourageant parce que on lui donnait le ballon quand il fallait le lui donner et ce n'était pas comme lorsque vous jouez avec des gamins et que vous refusez en disant il n'a pas notre niveau, on ne lui donne pas, ou alors on vient lui donner dans les pieds. Non, et elle a joué naturellement. Elle a perdu les ballons quand les a perdus, elle a dribblé quand il a fallu dribbler. Et voilà, donc ça c'était pour dire que je respecte absolument les efforts de nos jeunes filles qui jouent au foot et qui le font contre l'environnement qui ne leur est pas favorable. Et malheureusement, elles pourraient penser qu'elles sont quelquefois ou délaissées ou pas suffisamment bien traitées. Mais comme je l'ai dit en commençant, il faudrait qu'elles se disent elles aussi que ce n'est pas particulier et que dans l'environnement qui fait que notre football n'est pas bien organisé, celui des filles le sera encore moins, comme les dérivés du foot comme le beach soccer ou le futsal seront encore moins bien traités, c'est clair, c'est normal. Voilà, si lorsque les enfants de la famille ne sont pas bien traités, ce ne sont pas les neveux qu'on a invités qui le seront mieux. Mais est-ce qu'à ce niveau, le problème n'est pas double? Vous l'avez évoqué avec insistance, notamment pour les filles, pour les raisons culturelles d'abord. Mais l'encadrement, n'est-il pas aussi, ou alors le manque de moyens pour soutenir ces disciplines autour du football masculin? D'abord, il faut avoir des idées. D'accord. Nous évoquons toujours le sempiternel manque de moyens. Je crois que le premier des moyens est d'abord humain, donc il est ici. Le premier des moyens est ici. Il faut avoir des idées, il faut avoir de la créativité et puis ensuite de la volonté pour mettre tout cela en œuvre. Donc si vous aimez les enfants et si vous estimez... Vous savez, autrefois les filles n'allaient pas à l'école du tout. Puis il s'est trouvé des parents pour avoir la volonté, puis il s'est trouvé des parents pour amener en même temps que les garçons leurs filles à l'école et payer les mêmes sommes pour les filles, sans dire... Et puis voilà, et on voit le résultat, ces filles-là, ce qu'elles produisent, elles produisent au moins la même chose que les garçons. Donc, il s'agit en réalité d'abord d'aimer les enfants, donc de savoir que les dirigeants sont des aînés qui doivent encadrer les plus jeunes. Ils doivent avoir à cœur ce rôle-là et c'est ce qui vous pousse à travailler dur pour les jeunes que vous avez à encadrer dans cette activité. Or, quand vous y atterrissez, pas forcément parce que vous aimez, parce qu'il y en a qui proclament qu'ils aiment le foot alors qu'ils n'aiment pas les footballeurs, c'est pas possible. Je vais vous donner un exemple. Notre fédération, notre football organise des matchs de championnat tous les jours de la semaine. Et tous ces gens-là prétendent qu'ils aiment le foot. Si vous aimez le foot, vous aimez les footballeurs. Absolument. Si vous aimez le footballeur, vous pensez à leur avenir. Et si vous pensez à leur avenir, vous ne mettez pas les matchs le mardi à 9h et le mercredi à 10h et tous les jours de la semaine pareil. Quand ils auront joué, tenez Gaël, à 28 ans, elle ne joue plus. C'est pareil pour un jeune homme X qui joue ici dans l'un des clubs, je ne sais même pas les nommer, mais je ne vais pas en nommer un. S'il ne joue plus, il fait quoi? Et si vous lui avez fait passer 4, 5, 6, 8, 10 ans à gagner 30 000 ou 40 000, je les vois là, ils ont 30 000 et ils sont contents, après ils feront quoi?
Ils feront quoi? Et vous dites que vous aimez le foot, vous aimez... Bon, donc vous aimez le foot sans aimer les footballeurs. Si vous aimez les footballeurs, vous réfléchissez un peu. Cette activité-là que vous organisez tous les jours de la semaine, aux heures où on doit soit travailler, soit aller en apprentissage, soit aller à l'école, c'est pour que ces jeunes gens-là deviennent quoi? Mais avec tous ces facteurs-là, le football féminin de demain, il vaut mieux le regarder comme quelque chose qui sera bien, comme le football des hommes. Mais je dis tout ça pour alerter, pour dire qu'on devrait faire autrement. Il y a des idées à mettre en place, d'abord pour que ce football-là se développe, mais il ne faut pas penser que le footballeur est un être à part. Donc les footballeuses, là, bon, ben, jouent quelques années, vous en foutez. Oui, malheureusement, ce qui se passe dans la vie, quel que soit l'endroit d'ailleurs, et c'est pour ça que ça donne plus de responsabilité. Le football, que ce soit homme ou fille, c'est comme si vous vous mettiez à une gare, et bien à la gare, les vraies gares, vous avez toujours un train qui passe, mais ce n'est pas le même. Donc, le foot, il est toujours joué. Il y a des gens qui jouent, mais ce n'est pas les mêmes. Et personne ne se demande d'où ils viennent, mais surtout, où sont-ils allés ou que sont-ils devenus? Et donc, quand vous avez cette activité qui est une activité de jeunes, donc à l'âge où on doit se former, si vous en avez la responsabilité, vous devez la concevoir pour qu'elle permette à ceux qui la pratiquent de lui survivre. Il faudrait que les footballeurs et les footballeuses, qu'on s'assure que après avoir joué jusqu'à 28 ans, jusqu'à 30, 32 ou 33, il y a une vie après. Une reconversion. Voilà. Or, la reconversion ne s'invente pas. Il faut avoir reçu des armes. Et qu'est-ce qu'on fait pour eux? Or, vous avez deux choses aujourd'hui dans le football camerounais, indépendamment de ça, de ce que pourraient gagner des joueurs et de leur reconversion, il y a déjà cette organisation elle-même de base qui n'y est pas, qui fait donc, quand je parlais de l'aventure de la Coupe du Monde, nous étions contents de vivre ensemble. Donc il faut imaginer que ces jeunes gens-là, vous avez la charge d'organiser pour eux leur vie entre 15 et 30 ans, et que ces années, ce sont des années qui comptent. Donc, s'ils les passent comme ça se passe et qu'aujourd'hui on ne s'aperçoit même plus quand se joue l'un des championnats, et là nous parlons des filles. Les filles, au moment où on arrête le championnat pour le corona, il devait rester 3 ou 4 journées, encore que souvent tout le monde n'a pas encore joué. Bon, au-delà donc du championnat d'élite féminin à qui il restait 4 journées, les championnats régionaux féminins, personne n'en avait la date de début. Absolument. Bon, donc... Excusez-moi, Joseph-Antoine, de vous interrompre. C'est à craindre si la réponse est de dire que le football féminin ne laisse peut-être pas meilleure perspective. Si on regarde peut-être la génération des Abou Diongene, Gaël dont on parle, cela a suscité Coupe du Monde, champion d'Afrique, certainement de l'intérêt, de l'engouement chez les jeunes, et probablement convaincu les parents de pouvoir les laisser. Oui, ça c'est clair. Mais cela n'exclut pas quelque chose à laquelle on ne pense pas beaucoup. D'abord, le monde du sport par lui-même est très sélectif. Okay. Tout le monde ne va pas y arriver. Mais si en plus les conditions sont telles que encore moins vont arriver, parce que c'est bien pour Aboudi, c'est bien pour Gaël, mais on ne se pose pas la question de toutes celles qui ont voulu jouer, ont-elles pu jouer et que sont-elles devenues? Je vais rapidement vous donner un petit schéma de ce qui arrive dans les familles. Vous avez une fille et un garçon. La fille ne joue pas au foot, le garçon joue au foot. À 12-13 ans, il est si bon que les entraîneurs de foot viennent vous le prendre à la maison pour amener à l'entraînement. Et donc, il est la star de la famille. La sœur, elle va simplement à l'école et voilà, elle fait des petites choses. Et puis, elle fait du théâtre. Et puis, à 15 ans, le petit va au centre de formation
il est définitivement la star de la famille. On pense qu'il va être. Le foot, c'est en 3 ans, vous avez la réponse. À 18 ans, il n'est pas pris chez les pros. Sa sœur a eu le bac à 17 ans. Et lui, à 18 ans, le foot mal organisé l'a amené dans une voie telle que l'école, on n'en parle plus. Donc, ils ont les mêmes parents. Absolument. La fille, elle est rentrée à l'université et puis lui commence à se débrouiller. Mais comme ils ont les mêmes parents, à ce moment-là, on va l'inscrire quelque part, il se débrouille et à 21 ans, 22 ans, il joue dans un petit club parce qu'il n'a pas accroché le bon wagon. Il joue dans un petit club et il a eu un CAP en quelque chose. Chez les gens du foot, on lui dit qu'il s'en est bien tiré. Et sa sœur, elle, 23, 24 ans, elle est médecin. Et c'est mieux tiré. Et du coup, dans la famille, ça s'est inversé. Absolument. Maintenant, la star, c'est la fille. Et l'autre, on ne sait même plus ce qu'il faisait. Il est capiste. Donc c'est pour vous dire que si vous êtes dirigeant, vous devriez penser à organiser l'activité de telle sorte que ces enfants-là, qui sont les enfants des autres qu'on vous confie, que vous vous demandiez comment cette activité peut leur permettre de vivre. Ne nous prenez pas l'arbre qui cache la forêt, ne prenez pas une Gaëlle parmi tant de jeunes filles qui ont rêvé de jouer et nous dire que c'est ça l'exemple du football féminin, alors que nous voyons très bien que ce football féminin est tel que lorsque les uns ont joué quelques matchs, les autres ne savent même pas quand elles vont commencer à jouer. L'organisation du foot ne se limite pas à l'équipe nationale, comme là, elle ne se limite pas aux filles qui jouent à l'élite et pas aux autres. C'est toute l'organisation qui doit être pensée pour que ça marche. Tout le monde ne sera pas professionnel, mais on doit y jouer et être à l'aise, avoir la convivialité, être content de ce qu'on fait. C'est une activité d'abord ludique, on s'amuse. Et à côté de ça, d'autres, les exceptionnels, arriveront. C'est comme dans nos lycées, tout le monde ne finira pas ingénieur, mais tout le monde doit pouvoir étudier dans de bonnes conditions. Ceux qui finiront ingénieurs comme ceux qui s'arrêteront en chemin. L'actualité cette semaine n'a pas été que le foot, on le dit depuis le début de cette émission. On va parler politique, organisation de la société, et c'est à cela que vont certainement s'atteler sénateurs et députés réunis depuis mercredi dernier. C'est exceptionnel pour les députés au Palais des Congrès, en raison des travaux qui se font au Palais des Verts de Nguenkele. Ils y ont retrouvé les sénateurs, chacun dans son coin. C'est à l'occasion de la rentrée parlementaire, Niad Difendi et puis Kaba Yege Djibril, en tant que président de chacune des chambres. Ils ont donc rencontré les députés pour l'ouverture de cette session. Suivez ce reportage. Conformément au règlement intérieur du Sénat, c'est le président qui a ouvert cette deuxième session parlementaire de l'année en cours. Marcel Niad Difendi, puisqu'il s'agit de lui, a centré son allocution sur la situation sanitaire qui prévaut actuellement au Cameroun. La menace coronavirus. La première des choses, le combat contre la Covid-19. C'est un combat de tous les instants qui a paralysé l'économie, qui a paralysé la vie, mais avec l'espoir qui renaît, que nos enfants reprennent, ont bien fait la rentrée. C'est très important pour nous de les accompagner. Nous attendons que ce même gouvernement nous fasse le point des mesures prises et au plan économique et au plan humanitaire pour voir si l'exécution est conforme aux prescriptions. Jour de rentrée à la Chambre basse du Parlement. Les travaux se tiennent au Palais des Congrès, hors du Palais des Verts de Nguenkele, pour la première fois depuis 1965, en raison de la construction de l'immeuble siège de l'Assemblée nationale. Ce fait marquant arrive dans un contexte de crise sanitaire qui impose un protocole particulier à chaque parlementaire. Prélèvement de température, lavage des mains, cache-nez obligatoire pour accéder à la salle des travaux. La mesure de distanciation n'est pas en reste. L'on redoute une éventuelle propagation du coronavirus. Le sujet a d'ailleurs meublé entièrement le discours d'ouverture du président de la Chambre.
Kavayegue Djibril déplore l'évolution de la pandémie et encourage l'implémentation des mesures d'assouplissement édictées par le gouvernement. Voilà donc activité, j'ai failli dire normale pour un parlement, notamment le contrôle de l'action gouvernementale. C'est ce que les sénateurs et les députés font depuis donc le début de ces travaux. Mais dans un environnement, on l'a dit, marqué par cette pandémie qui a obligé ou alors imposé au président de la République de revoir le budget de cette année, de 2020, moins 11%, c'est ce qu'il a été arrêté comme collectif. Cela dit, tout ceci intervient, Joseph-Antoine Bell, dans un environnement politiquement lourd. Cette histoire de gré à gré, initiée ou alors portée par le MRC, une actualité politique depuis 2018 qui a du mal à se, j'ai failli dire... à se normaliser. À se normaliser, voilà. Un thème qui rejoint d'ailleurs le football. Vous dites, ça joue à quoi? Mais je pense que il y a un principe qui n'est écrit nulle part, mais dont nous ferions mieux de nous souvenir ou de le connaître si on ne le connaissait pas. Aucun pays ne peut être plus avancé que les gens qui l'habitent. Absolument. Donc, nous ne pouvons avoir que la démocratie dont nous sommes capables. Et nous ne pourrons avoir que la vie que nous sommes capables nous-mêmes de créer. Donc, si on va à des élections et que ça traîne ensuite pendant 18 mois, 24 mois ou même toute la vie si on veut, ce sera toujours notre vie. Personne ne vivra à notre place. Le Cameroun sera ce que les Camerounais en font. Et donc, si le contexte politique est lourd, parce qu'on continue à parler aujourd'hui de l'élection de 2018, vous comprendrez que si les Camerounais veulent rester en 2018, ils ont le droit. Ils peuvent rester en 2018, mais qui ne se plaignent pas de n'avoir pas vu 2020. Mais comment on fait pour, je veux dire, partie de là, tourner cette page? C'est pour ça que je vous invite tous. Il est peut-être un peu tard pour vous. Envoyez vos enfants jouer au foot. Parce qu'au foot, nous, quand un match est fini, il est fini, on passe au suivant. Le match le plus important au foot, c'est celui qui vient. Donc vous détournez la page de 2018. Mais bien sûr, on ne peut pas être en 2020 et toujours parler de 2018. Quand on parle de 2018, c'est pour qu'il nous aide à vivre 2020. C'est pas pour y revenir. Justement, ceux qui pensent à tourner la page se disent, on veut bien tourner la page, seul que l'environnement, les conditions ne garantissent pas forcément... Oui, quand je dis ça précisément, je parle à ceux qui ne parlent que de 2018. D'accord. Abordons les problèmes de 2020 avec une vision de 2020, mais avec l'expérience de 2018. La présidentielle est passée. Et maintenant, on doit aller à autre chose. Et autre chose dans cette aujourd'hui, crainte, ils estiment qu'il y a peut-être ce gré à gré, c'est-à-dire cette volonté de changement du pouvoir dans le même camp, changer les hommes en conservant le fond de l'histoire. D'ailleurs, pour vous dire comment nous sommes imprécis quand nous utilisons les mots, lorsqu'on est passé du président Aïdjo au président Biya, il y en a qui ont considéré cela comme une alternance aussi. Non, ce n'est pas une alternance. Et l'alternance n'est pas obligatoire. Il faut bien qu'on le sache. L'alternance, ça veut dire une fois chez moi, donc une fois à droite, une fois à gauche. C'est ça l'alternance. Mais si le côté droit gagne toujours, ce n'est pas l'alternance, c'est un changement de personne. Donc, et personne n'oblige. Vous êtes champion parce que vous avez battu les autres. On ne vous dit pas laissez aussi les autres gagner. Donc, c'est pas possible. Donc, il faut arrêter cette histoire. Maintenant, pour ce qui est de la passation d'un pouvoir, il faudrait qu'on se dise que le Cameroun est doté de textes qui le régissent. On appelle cela la Constitution. Absolument. Et donc, que tous les hommes politiques doivent la connaître au bout des doigts. Et la Constitution du Cameroun ne dit nulle part que le pouvoir peut se passer entre quelqu'un et le fils ou le cousin ou le neveu. Il y a des textes. Et si ceux qui vivent aujourd'hui ne se sont pas suicidés lorsque le président Aïdjo, suivant les textes, a quitté le pouvoir et que, en le faisant, a suivi ce que disait la Constitution et quelqu'un d'autre, et notamment donc en l'occurrence le président Biya est arrivé au pouvoir, personne ne s'est suicidé, c'était ce que prévoyaient les textes. Si les textes prévoient
en cas de vacances, c'est le boulanger du coin qui deviendra président. Si vous avez voté ces textes-là, pourquoi voulez-vous plaindre voulez-vous vous plaindre si le boulanger devait devenir président? Justement, le cheval de bataille de ceux qui portent, je vais dire, ce slogan, le gré à gré, c'est de dire que les textes ne garantissent pas l'équité entre tous les compétiteurs. Mais il n'y a pas de compétition. C'est d'abord les textes. Prenons, vous parlez de la vacance de pouvoir qui n'est pas encore arrivée, mais les textes sont faits pour prévoir tout ce qui pourrait arriver. D'accord. Vous ne pouvez donc pas empêcher que ça se passe comme c'est prévu. Nulle part il n'est écrit qu'en cas de vacance de pouvoir, on revienne à l'élection précédente. Donc ceux qui aiment parler de 2018, une vacance du pouvoir aujourd'hui, comme on nous a bassiné un peu les oreilles les 2 ou 3 derniers mois, la vacance du pouvoir ne ramène pas à l'élection précédente. Absolument. Il y a une succession prévue par les textes. Et en allant à l'élection de 2018, ces prévisions-là existaient et on les connaissait. D'accord. Donc, il ne faut pas les remettre en cause. Maintenant, s'il y a un changement à apporter dans la Constitution, il ne fera qu'apporter une évolution à quelque chose qui existait. Il y a forcément aujourd'hui un mécanisme de la prise de pouvoir en cas de vacances qui existe. Donc, s'il y a un aménagement qui apporte une autre formule, ce sera juste une autre formule. Et ce sera une formule qui aura été approuvée par ceux que vous nous avez montrés là. Et puis, il faut revenir au principe. Ces gens qui sont là-bas, c'est dommage qu'une fois qu'ils sont là-bas, nous les regardons comme les autres. Ce sont des gens que nous avons envoyés là-bas. Nous sommes censés répondre d'eux. C'est nous qui les avons choisis. Mais bien sûr, c'est nous qui les avons choisis pour être là-bas, pour parler à notre place, parce que les 20 ou 25 millions de Camerounais ne peuvent jamais se retrouver et suffire au palais des congrès. Absolument. Donc on a envoyé des représentants que nous avons choisis localement, donc des gens que nous sommes censés connaître de près. Cela dit, la Covid, évidemment, n'a pas eu d'impact sur le plan politique. L'économie en est grandement meurtrie, c'est du moins ce que nous disent les experts de l'Institut national des statistiques, l'instance justement chargée de suivre ces questions-là, pointe du doigt notamment les villes de Bamenda, de Buea, déjà marquées par d'autres problèmes, vous le savez, problèmes sécuritaires, ces villes donc ont été indexées avec Bafoussam, une ville proche, par l'Institut national de la statistique comme étant des villes qui payent fort le prix de ces crises socio-économiques, mais aussi sécuritaires. C'est un peu le condensé de ce que nous rappelle ce reportage qu'on va découvrir ensemble. Sans pour autant dire que Bamenda est la ville la plus chère du Cameroun au premier trimestre 2020, l'Institut national de la statistique indique qu'elle est celle qui a connu la plus forte progression du niveau général des prix au premier trimestre de l'année en cours, avec pour conséquence directe la baisse du pouvoir d'achat des ménages. Sur la liste, Bamenda est suivie de Buea et Bafoussam. Les 2 premières villes pâtissent ainsi des troubles dans les régions anglophones du Cameroun, dont elles sont les capitales régionales. Et Bafoussam en payerait le prix de sa proximité avec la région du Nord-Ouest. Selon l'INS, l'inflation dans les principales autres villes camerounaises entre janvier et mars 2020 est en dessous de la moyenne nationale qui a été de 2,6%. Il en est ainsi de Douala, Yaoundé, Garoua, Ngaoundéré, Bertois, Ebolova et Marois. Globalement, selon l'Institut national de la statistique, le niveau d'inflation enregistré au Cameroun au premier trimestre 2020 n'avait plus jamais été atteint depuis le premier trimestre 2013, dont il y a 7 ans. Cette hausse du niveau général des prix est, selon l'Institut, due en grande partie au renchérissement des produits alimentaires et boissons non alcoolisées, 3,1%, des restaurants et hôtels, 5,4%, ainsi que des articles d'habillement et chaussures, 2,8%. L'augmentation des prix des produits alimentaires résulte, selon l'INS, de la progression des prix des fruits, des légumes, du sucre, de la confiture, du miel, du chocolat et de la confiserie, des viandes, des pains et céréales, ainsi que des poissons et fruits de mer. Joseph Antoine Bell, crise sécuritaire, crise sanitaire, tension politique.
une économie qui est pratiquement sur le fil. C'est dit que la résilience au Cameroun, le mot porte bien son sens. À rude épreuve, c'est logique. Nous, tout nous tombe dessus. Si les troubles dus à Boko Haram au nord-ouest ou au sud-ouest peuvent être attribués à des facteurs humains, à la volonté humaine, malheureusement, le Covid vient se rajouter et lui ne dépend pas de nous. Sauf que oui, là où il dépend de nous, c'est notre comportement. Mais il est arrivé sans que nous ne l'ayons invité. Donc, il est logique que ceux qui souffraient déjà des conséquences de l'insécurité puissent souffrir davantage si la sécurité sanitaire revient à être remise en cause. Donc c'est dans cet environnement, et là on termine pratiquement la semaine de lundi à vendredi, que le Congrès, ou du moins les chambres hautes et basses de notre Parlement se sont réunis à Yaoundé, cette fois-là pour une cérémonie solennelle, la prestation de serment du professeur Joseph Oona. On va regarder ensemble cette cérémonie qui a donc réuni au Palais des Congrès une fois de plus nos sénateurs et députés pour cet événement-là, en séquence spéciale, c'est le Congrès. Le quorum requis par l'article 21/1 et 2 du règlement intérieur du Congrès du Parlement étant atteint, le Congrès peut valablement délibérer. L'ordre du jour appelle la prestation des serments des membres du Conseil constitutionnel nommés par le président de la République le 15 avril 2020. Je demande à l'équipe du protocole de faire entrer M. Oona Joseph. Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour. Le Congrès était donc réuni en sa deuxième session. La première, on le sait, c'était à l'occasion de la prestation de serment de tous les autres. Joseph Oona, le professeur, prête serment à la suite du décès, on le sait, de Jean Foumanakam, qui était également membre de ce congrès-là. Joseph Antrambel, Joseph Oona, c'est une personnalité, une forte tête, on pourrait le dire, politique, gouvernementale, dont on peut également reconnaître pour certains une personnalité, on peut dire, controversée. Quand on fait un peu en arrière ses sorties sur le plan politique, controversée notamment aux yeux de l'opposition camerounaise, tout comme cette institution qui est contestée par un certain nombre de partis politiques. Vous dites c'est le jeu politique. Eh oui, monsieur Dipita. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, ou du moins on y est habitué. L'opposition s'oppose toujours et il n'y a pas d'institution que l'opposition ne conteste pas. L'institution président de la République, l'opposition la conteste. Et donc il n'est pas étonnant que l'opposition conteste le Conseil constitutionnel, même si quand l'opposition a quelque chose à régler, c'est bien devant le Conseil constitutionnel. Elle s'y présente, elle défend ses idées, et je dois avouer ici toute mon admiration pour le président du Conseil constitutionnel, qui nous a montré toute la patience qu'il avait dans l'exercice de son métier. Oui, toute la compétence aussi. Et heureusement, cela permet de baisser un peu la pression et la tension, parce qu'il se comporte bien. Donc, que le professeur Oona soit controversé avant d'y arriver, ce qui est pas gênant,
Mais c'est que s'il était controversé et qu'il va dans une institution controversée, comme vous dites, on pourrait s'attendre à ce que la controverse monte au carré. Mais je crois que celui qui l'a nommé le connaît très bien et il sait qu'il peut lui faire confiance pour lui-même, on l'a entendu dire, toutes les réserves qu'il devra observer. Donc je suppose et je crois fermement que le professeur Joseph Oona soit quelqu'un qui puisse respecter ses engagements, notamment lorsqu'il les prend devant la République. Et c'est certainement le mal qu'on lui souhaite. Qu'on nous souhaite à nous-mêmes, parce que, vous savez, est le garant, absolument. Voilà, il faut quand même que nous sachions que nous faisons le Cameroun pour nous-mêmes. Et ce qui arrive au Cameroun, si c'est bien, c'est pour nous tous, si c'est mal, c'est pour nous tous. Donc, si jamais on souhaitait que le professeur Oona ne se comporte pas bien, ça rejaillirait sur l'ensemble du Cameroun. Donc moi, je lui souhaite d'être à la hauteur, comme il l'a promis, et je crois qu'il le sera. Et c'est à l'épreuve qu'on jugera le maçon, pour reprendre l'expression française. Nous, on va vous dire merci, Joseph-Antoine Bell, d'être venu commenter et analyser l'actualité de cette semaine sur cette antenne face à l'actu. Et je pense qu'on aura certainement l'occasion de vous avoir à nouveau si le besoin s'impose. Je vous en prie et bonne soirée. Madame, Monsieur, c'était l'actualité de cette semaine, commentée et analysée par Joseph-Antoine Bell, ancien international de football, ancien dirigeant aussi, à ces heures agréables, consultant en médias, il faut le rappeler également, message dans la notabilité traditionnelle puisqu'il est Mbombok. Bonsoir et à dimanche prochain pour une autre édition de Face à l'actu.